Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour. Sahar Mdankom, très heureuse en tout cas de vous retrouver comme chaque mercredi et jeudi durant bien sûr la semaine avec toute l'équipe du Bonjour d'Algérie qui vous accompagne. Bien sûr, c'est un changement d'horaire également de 9 h à 10 h 30 la semaine et ça restera également pour ces mêmes horaires durant le week-end. Nous aurons le plaisir de vous accompagner aujourd'hui, ouvrir une page histoire. Nous sommes le 8 mai. Le 8 mai, 74 ans sont passés depuis le 8 mai 45 des massacres, un véritable génocides qui ont été donc perpétrés sur la population algérienne. Des innocents sont sortis juste après, bien sûr, l'annonce de la libération de la France. Aujourd'hui, nous allons ouvrir cette page d'histoire avec un historien, écrivain qui viendra sur notre plateau pour nous parler, bien sûr, de sa participation à travers les écrits. Un devoir de mémoire, encore une fois, pour rappeler à la jeune génération l'importance de ces dates historiques et le combat des Algériens à toutes ces heures. Nous allons également aussi parler de différentes thématiques autour bien sûr de Ramadan, du gaspillage. Il est très important de parler aussi de la sensibilisation des Algériens et des jeûneurs surtout à cette frénésie des achats et surtout de comment se ruent les Algériens sur la nourriture. Nous allons en parler avec Hamid Belkacem dans sa rubrique bien sûr environnement. Aujourd'hui il a décidé de nous parler du gaspillage durant Ramadan. Et puis autre rubrique, celle donc de Kamel Swig qui va aussi nous parler des différentes applications liées à Ramadan, tout ce qu'on peut retrouver comme application utile pour tous ces musulmans à travers le monde. Et puis nous aurons également à parler de la solidarité. Ça commence, bien entendu, ça a déjà été donc préparé depuis bien longtemps. Les associations se sont pliées en quatre pour essayer donc d'apporter un peu de chaleur, de bonheur et surtout un repas chaud à toutes les personnes nécessiteuses. Nous allons recevoir le président donc de l'association Joie des Cœurs et nous verrons bien sûr comment s'est passé ces préparatifs. Nous terminerons avec le Festival culturel européen qui revient à sa 20e édition. Et oui, déjà 20 ans déjà que ce Festival européen culturel européen a posé ses marques ici à Alger, en Algérie plus particulièrement puisque plusieurs tournées seront aussi effectuées à travers les grandes wilayas d'Algérie. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi. J'espère que vous allez passer un très beau moment en notre compagnie et puis s'enquérir des nouvelles du ciel tout de suite. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. On la retrouve avec beaucoup de bonheur. Mina Habed, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Elle est triste, elle n'a pas son café ce matin. Elle l'a pris très tôt peut-être. Vous l'avez pris? Non? Après le ftor, oui. Ça fait long, hein? Oui, mais ça va. Pour le moment, ça va. Ça a été dur le premier jour, très très dur. Oui. Mais ça va, là ça va. Ça va, mais en tout cas, c'est ça, le plus important, c'est que tous les jeûneurs, les musulmans du monde entier puissent avoir un comportement donc, exemplaire durant ce mois, 30 jours, et bien entendu, dans le respect, dans bien sûr l'adoration à Dieu, et c'est le plus important. C'est le plus important. Tout à fait. Exactement. Alors, les nouvelles du ciel, il ne faut pas donc trop sortir s'il fait chaud, il ne faut pas éviter de se fatiguer aussi. Oui, il fera très chaud. Et rester au soleil. À éviter aussi. Voilà. D'ailleurs, il y a eu donc des conseils pour éviter donc de rester comme ça, se déshydrater en plein soleil par le ministère de l'Intérieur et donc d'autres ministères de la Santé surtout notamment. C'est important. On vous écoute. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et très bon réveil. Effectivement, eh bien, aujourd'hui, il fera plutôt beau entre un ciel dégagé à partiellement voilé. Alors, sur l'ensemble des régions nord, un ciel voilé également sur le Hogar et le Tassili, avec quelques orages, beaucoup de soleil sur le nord Sahara, le Sahara central, le Sahara oriental ou encore l'extrême sud. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera une hausse du mercure. Il fera très très chaud sur la moitié nord, avec 29 degrés à Alger, Tizi Ouzou. On notera 29 également à Tlemcen, Djelfa 31 degrés du côté de Tiaret ainsi qu'à Al-Bayad, 26 à Sétif, 25 degrés à Annaba, 40 degrés à Hassim Saoud, Ain Salah, Tindouf, 37 degrés à Bchar, 35 du côté de Tanarasset, Janet et enfin la maximale atteindra les 45 degrés à Borj, Badi Moukhtar et Ain Ghazam. On passe tout de suite à l'Europe pour aujourd'hui. Eh bien, le ciel restera couvert sur la majeure partie du continent avec des averses à Paris, Bordeaux, Londres, Dublin ou encore
pour Berne. Et puis côté Mercure, on notera 17 degrés à Marseille, Paris, 16 degrés à Londres, 16 également à Bordeaux, 18 degrés à Berlin, 19 à Prague, 17 degrés à Varsovie ainsi qu'à Bucarest, 20 degrés à Athènes et enfin 18 degrés à Budapest. Place tout de suite à l'éphéméride. Et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les 3 w.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Voilà, vous savez tout sur le temps. Merci, grâce à Mina Rabed. Donc, on vous retrouvera à midi, bien sûr, et 18h. 19h. 19h aussi, oui. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Voilà, et on continue, bien sûr. Notre émission vient tout juste de commencer. Gros plan sur cette date historique du 8 mai 45 et surtout une page d'histoire que nous allons ouvrir tout de suite à travers ce reportage signé Lami Abed Bouda qui s'est attelé à travailler sur les archives. Regardez. En ce 8 mai 1945, la France fêtait la victoire des Alliés contre l'Allemagne nazie, marquant ainsi la fin de la Seconde Guerre mondiale. En Algérie, des dizaines de milliers d'Algériens sont descendus dans les rues à Sétif, Guelma, Kharrata, ainsi que dans d'autres villes, répondant à l'appel du Parti du peuple algérien à une marche pacifique pour l'indépendance de l'Algérie. Mais la réaction de l'administration coloniale était féroce et brutale. Le premier martyr qui tombe sous les balles est un jeune scout répondant au nom de Sahel Bouzid. Sa seule arme était le drapeau algérien. Dès lors, les événements s'accélèrent et marquent l'une des pages les plus sanglantes de l'histoire algérienne. Plusieurs semaines durant, la France coloniale et ses milices tuent en masse des enfants, des femmes et des hommes sans défense, transportés dans des camions et jetés dans des ravins, alors que d'autres sont emmenés en dehors des villes pour être exécutés. Les corps sont ensuite brûlés dans des fours à chaud ou enterrés dans des fosses communes pour se débarrasser de ces cadavres et crimes. Aussi, les bombardements continuent à décimer des villages entiers. 74 ans après les faits, le nombre des tués reste difficile à évaluer. L'histoire algérienne retient le nombre de 45 000 morts, alors que pour la France, on parle de 1500 Algériens et de 103 Européens qui ont perdu la vie. Les exécutions sommaires, bombardements et massacres laisseront des traces indélébiles dans les corps et les cœurs. Ces actions d'une extrême brutalité ont porté, selon plusieurs historiens, les ferments de la guerre d'Algérie. D'ailleurs, pour Mohamed Harbi, l'historien, les faits sont clairs. La guerre d'Algérie commence à Sétif. De ces massacres, il y eut une conséquence primordiale, c'est le réveil de la conscience des Algériens à se préparer à la lutte armée qui est désormais la seule issue pour se débarrasser du joug colonial. Voilà, un beau résumé qui nous permet d'entrer dans cette page d'histoire et de pénétrer dans cette page d'histoire avec notre invité, M. Ammar Belkhodja. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Toujours un plaisir de vous recevoir, parler d'histoire avec vous. Oui. Là, vous êtes auteur, journaliste, écrivain et chercheur aussi en histoire. Vous avez consacré bon nombre d'années à travailler sur l'histoire de la guerre d'Algérie, notamment. Absolument, absolument. Voilà. Bah, je suis ravi d'être parmi vous. Et je profite de cette rencontre pour souhaiter un bon ramadan à tous ceux qui suivent cette émission. Oui, là, ravi aussi que la télévision algérienne, Canal Algérie, consacre une émission. À des pages importantes de notre histoire. Tout à fait, il est nécessaire. Importante sur les moments douloureux que notre peuple a vécu et sur des pages honteuses de la France coloniale. Bien sûr, des pages honteuses, alors que justement, il venait juste de sortir d'une guerre terrible et atroce avec le nazisme et tout ce qui allait avec, bien sûr, ce peuple martyrisé, qui était donc les Français. Normalement, il devrait être d'aller de l'avant et être
ouvert et non pas au contraire faire exactement ce qu'avaient fait les nazis chez eux. D'autant plus que nous avons participé au front anti-nazisme. Oui, C'est-à-dire que des contingents d'Algériens étaient sur le front pour combattre l'hitlérisme. Tous les Algériens, un membre de leur famille qui a participé à cette guerre, cette deuxième guerre mondiale. C'était de la chair à canon, on les appelait bien comme ça. En guise de récompense, nous sommes soumis à un génocide. Tout à fait. C'est injuste, c'est injuste. Alors que c'était une promesse. Promesse de libération à partir de l'Algérie. À partir de la conférence de Yalta où Roosevelt, Staline et Churchill ont proclamé qu'il est arrivé ce moment pour décider que les peuples qui se trouvent encore sous domination coloniale ont droit à leur autodétermination. Donc les leaders algériens, les Algériens ont enregistré un peu ces promesses des puissances, des alliés puissants à l'époque, que une fois la guerre terminée, nous allons accéder à notre souveraineté. Ça n'a pas été le cas. Voilà. Et donc, les Algériens sont sortis pacifiquement, avec des enfants, avec les scouts, avec de manière tout à fait pacifique, sortir avec les drapeaux, l'emblème national. Et malheureusement, du côté de Sétif, Guelma et Kharrata, il y a eu donc ce massacre et ce génocide qui a été perpétré sur la population algérienne et des victimes surtout. Nous avons estimé que nous avions plein droit à participer aux festivités. Alors, il n'était pas... Et déposer la gerbe, surtout. Oui, peut-être, mais séparément. Hein. Les Français à Guelma ou Kharrata ou Sétif, plus particulièrement Sétif, voulaient nous imposer un défilé d'ensemble. Les Algériens n'étaient pas d'accord, ils voulaient défiler seuls, avec l'emblème national et à la rigueur avec d'autres emblèmes, des États-Unis, de l'URSS, des Anglais. Ça n'a pas plu aux autorités policières et administratives de l'époque. Et ça a débouché un peu sur cette provocation scandaleuse, puisqu'ils ont ciblé les porteurs de drapeaux. Ça va commencer à Sétif. C'est un jour très important parce que c'est un jour de marché hebdomadaire, c'est un mardi matin. Et donc la population est très dense d'ailleurs. Et ceux qui encadraient la marche, cette marche populaire, ont interdit aux Algériens de porter des armes. Même pas le moindre canif. Manifestation pacifique, avec le drapeau, l'emblème national. Et ça va déboucher sur les premiers meurtres. On va tirer sur le porte-drapeau Bouzid Sahel. Les Français sont allergiques à tous ceux qui portent l'emblème national. L'emblème national, pour nous, c'est symbolique, il est très important. Donc, ils tirent sur le porteur d'emblème. C'est une caractéristique que nous allons retrouver à travers plusieurs étapes historiques. Je prends le cas de décembre 1960, où une fillette de 14 ans se fait assassiner, c'est Saliha Wathiqi, se fait tuer parce qu'elle portait le drapeau national. En juillet 1961, d'autres manifestations à Bousmaïl. Une autre fillette de 12 ans est assassinée parce qu'elle portait le drapeau national. Maghraoui, un autre jeune de 12 ans, il va être assassiné à Diyar Mahsoul parce qu'il portait le drapeau. C'est dire que finalement, on nous refusait cette appartenance à un drapeau qui lui définit un peu notre souveraineté, notre nationalité et notre histoire. Et bien sûr, l'appartenance à une population et bien entendu à une patrie. C'était très important. C'est pourquoi le peuple s'est révolté par la suite. Oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On tue le premier porte-drapeau. Les Algériens vont réagir à cette... C'est la panique, et ça court dans tous les sens. Un peu la panique, mais aussi un peu ce contact avec l'injustice. Nous avions bien le droit de manifester, de participer avec vous aux festivités, à la fête de la victoire. C'est ça. Et voilà que vous nous en empêchez. Rapidement, c'est très rapide, les colons vont s'armer et ça va être la mêlée. Des émeutes. Jusqu'à ce jour, les historiens n'ont pas encore défini un peu ce qui s'était passé. Soulèvement, insurrection, émeute. Néanmoins,
cette réaction du peuple algérien, ça a été une réaction de ras-le-bol. Oui. De 1830, nous subissions un peu... l'injustice, la famine, oui. on leur avait enlevé leurs terres, beaucoup la misère, l'analphabétisme, un tas de tares de discrimination aussi envers ce peuple, c'est le propre qui était donc le peuple, les autochtones, bien sûr. La discrimination, le racisme, c'est le propre du colonialisme. C'est le propre du colonialisme. Ça ne pouvait pas fonctionner sans discrimination, sans rejet de l'indigène, entre guillemets, hein, qui ne valait absolument rien. Donc, Sétif, allez hop, ça dégénère. La mêlée entre les Algériens et les colons. Et ça va ouvrir un processus de répression ignoble. Oui, ignoble. On va armer les miliciens de Sétif, de Kharata et de Guelma. Parce que Guelma va suivre, Kharata va suivre. Armer les milices et la population aussi, qui tiraient même par les fenêtres. Quand je dis milice, c'est des colons, c'est des fonctionnaires, c'est les... Voilà. Et ce qui va se passer... La population française, je rappelle. Comment? La population française. On a armé donc les colons. Population française, armée, navires de guerre. Tous les moyens étaient utilisés pour réprimer. Pour réprimer quoi? Une population qui n'a pas des armes pour se défendre, c'est-à-dire un génocide commis. Un véritable acharnement, surtout. Un acharnement, oui, l'acharnement. Une répression et un acharnement, parce que quand ils ont pris la population, les hommes, dans des camions, on les a tués, fusillés, mais par-dessus le marché, brûlés aussi. Je vais revenir un peu sur Guelma, les atrocités de Guelma. Mais peut-être que nous avons assez suffisamment de temps, et ça va peut-être me permettre, si vous permettez, de faire un recul dans l'espace et dans l'espace et dans le temps, pour parler de colonialisme et de massacres qui ont précédé celui du 8 mai 1945. Parce que le massacre collectif en Algérie a commencé très tôt. Dans ce pays-là. Oui, vous étiez venu plusieurs fois nous parler justement de certains d'entre eux, notamment celui des enfumades du Dahra, donc ça a été spectaculaire aussi. Absolument. Ça a commencé très tôt. J'ai ce petit livret, cet opuscule. On l'a vu. Massacre dans la Mitidja. Vous rappelez dans cet ouvrage justement plusieurs massacres perpétrés sur la population algérienne depuis la colonisation, à différents endroits. Et donc, absolument. Voilà. Des tribus entières ont été donc rasées. Oui, ce qui va, nous allons appréhender à travers ce cortège de massacres pour dire que le 8 mai 45 est une constance naturelle dans le comportement de l'armée, des politiques français, voilà un peu, alors en 1830. Dès qu'ils ont foulé le sol algérien, ils vont perpétrer un massacre à Blida, le 27 novembre 1830. C'est 5 mois après la prise d'Alger, le 5 juillet 1830. Et on massacre la population de Blida. C'est ça. 2 ans après, le 6 avril 1832, le duc de Rovigo, qui était gouverneur général, il va envoyer ses sbires à Al-Harrach, qu'ils appelaient Maison Carrée. Al-Harrach, il y avait une tribu qui était implantée, qui était installée. Les Aoufia. On débarque de nuit. Et on égorge toute la population, toute cette tribu. Toute cette tribu a été décimée. 250, 300, 400, les historiens n'ont pas encore défini le nombre. Mais ce qui est important pour nous, c'est que toute la tribu a été décimée. Bien sûr. Qu'importe le nombre. Et ils vont épargner le cheikh de la tribu, un certain Rabia. Ils vont le faire comparaître devant un conseil de guerre. Donc, je ne sais pas pourquoi il a été épargné. Épargné pour qu'il soit exécuté. Il comparaît devant un conseil de guerre. Il est condamné à mort. Il va décapiter à Bab Azoun. La décapitation était exécutée devant en public. En public avec un yatagan, un sabre des femmes. On ne pouvait pas trancher tout de suite la tête pour la séparer du corps. Alors c'est plusieurs coups que la victime va recevoir. Pire encore, c'est que sur les lieux à Bab Azoun, il y avait un docteur. Il a sollicité les autorités françaises, enfin les militaires français, qui ont décapité le chef de la tribu des Aoufia, pour lui céder, pour lui confier la tête du cheikh. Pourquoi? Pour une expérience. Introduire un instrument dans l'oreille
du pauvre Rabia et essayer de voir si une tête est séparée de son corps, est-ce qu'elle va garder un semblant de vie. Voilà l'expérience de notre fameux docteur. En faire des expériences, alors, il on a vu ça. Oui, est-ce que vous m'entendez, Mohamed, ma fille, c'est ridicule. Dès qu'une tête est séparée de son corps, il n'y a plus d'oxygène qui va arriver au cerveau. Le cœur, bien sûr. Des expériences macabres. Macabre. C'est montrer toute l'atrocité, justement, du colonialisme envers la population. Oui, alors, un autre acte aussi répréhensible, c'est que sur les lieux, il y avait une artiste peintre. Quand je dis artiste peintre, je mets ça entre les guillemets. Elle réclamait la tête. Pourquoi? Pour qu'elle accroche sur une lance et faire le portrait d'un sinistre personnage. Après sa mort. Youssouf, qui était un sabreur criminel, ignoble. Elle devait exécuter son portrait. Il lui manquait une tête réelle, pour l'accrocher sur la lance et dresser son portrait. Alors, à la même époque, je crois que c'est utile pour le rappeler à nos enfants, à cette même époque, 1832-1833, les militaires français s'acoquinaient avec des industriels marseillais. Sur quoi? Oui. Sur le les transport des ossements. Oui, merci Amel. Oui. Sur le transport des ossements, oui. C'est-à-dire qu'ils n'ont épargné ni vivants ni morts. Les ossements ont été utilisés en industrie pour en faire de l'engrais. Non, pas pour l'engrais, c'est pour blanchir le sucre. Le sucre d'origine n'est pas blanc. Pour ça et autre chose aussi. Oui, certainement. Oui. Certainement. On dirigeait des navires, des paquebots vers l'industrie, parce qu'il y avait une substance dans les ossements, une substance chimique qui aidait à blanchir, à donner au sucre cette couleur. L'émir Abdelkader à cette époque a été informé de cette pratique macabre. Il a donné des instructions formelles à tous ses représentants à travers le territoire national de ne plus consommer du sucre provenant de France, ou de Marseille plus précisément. Parce qu'il s'agirait non plus ni moins que d'actes de cannibalisme si on mangeait, on utilisait le sucre. Alors, j'ai travaillé sur... C'est très dur de tomber sur des bibliographies pareilles et des témoignages pareils. Oui. Et bien sûr, tous les généraux et bien entendu ceux qui ont participé à ces génocides s'en vantaient d'ailleurs. Ils s'en vantaient terriblement. Absolument. Justement, vous me rappelez un travail, c'est les enfumades du Dara. Oui. Les enfumades du Dara, il y a eu 4 enfumades, enfin 2 emmurements et 2 enfumades. Le premier, c'était Cavaignac en 1844. Ouais. Le second, c'était le 19 juin 1845 par Pélissier. Pélissier, oui. Le troisième, c'était Saint-Arnaud. Et le quatrième, c'était Corobert. Alors, ils correspondaient avec le commandement militaire central, mais ils correspondaient aussi avec leur famille. Ils racontaient avec tous les détails de ce qu'ils faisaient. Non, ils ne s'en cachaient pas. Aujourd'hui, les historiens algériens n'ont pas grand-peine à reconstituer les événements, puisque la matière, elle existe, et les généraux contribuer à cette reconstitution. Tout à fait. Avec toute cette bibliographie justement et ces témoignages atroces, aujourd'hui l'Algérie pourrait demander encore une fois de réclamer à la France donc des excuses, puisque ça se fait avec l'Allemagne nazie, bien entendu, mais les Algériens, c'est pas ce qu'ils attendent non plus. Ils le feront jamais. L'indemnisation de toutes ces tribus qui ont été effacées de la carte, ça va les gêner sur le plan de la conscience, ça va les gêner au plan de la transmission vers les générations, parce que le colonialisme a vécu sur plusieurs tares, entre autres la tare du mensonge. Ça a été une constance, le mensonge, depuis 1830 jusqu'en 1962. Et il montait abusivement pour travertir la vérité. Donc, les officiels algériens, depuis quelques années déjà, ne cessent de réclamer des excuses aux officiels français. Sarkozy, Hollande ou peut-être l'actuel. D'ailleurs, la reconnaissance est arrivée tardivement. Par un mais ambassadeur elle arrive, mais sur avec les lieux beaucoup d'hésitation. On ne va pas au fond des choses. Et le pardon ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'en matière d'écriture, d'histoire,
Il y a la notion de la non-prescriptibilité. En histoire, il n'y a pas de prescription. Dès lors qu'il n'y a pas de prescription, à quoi va servir le pardon, les excuses, si ce n'est que symbolique finalement. Oui. Ce n'est que symbolique. Et pour moi, le véritable pardon, c'est agir au niveau de la conscience de certains courants Oui. en France pour les guérir du sentiment encore présent de la pensée coloniale. Je vais prendre un exemple concret. Tout récemment, les Bordelais font une protestation énergique contre la baptisation d'une rue au nom de Frantz Fanon. Et c'est absurde et ridicule à la fois. Ce grand monsieur-là, Ce grand monsieur. qui a écrit pour servir l'humanité tout entière. Oui. On le qualifie d'avoir De traître à la France, contribué oui. avec le FLN. Le FLN considéré comme un front terroriste. Oui. Or, le maire, Alain Juppé, je crois, il a reculé et la rue n'a jamais été baptisée. C'est guérir les Français de ce comportement-là. C'est guérir certaines communes françaises de donner des noms à d'anciens tueurs de l'OS. Donner des noms aux places publiques, à certains lieux, pour immortaliser les noms Oui. d'anciens assassins qui C'est ont ça. contribué encore à la fin de la guerre d'indépendance au massacre d'Algériens. Alors que, à l'exemple de l'Allemagne, qui a donc pourchassé tous ces bourreaux, carrément, à travers le monde. Ah Ils oui. les ont condamnés. Oui, c'est une démarche à double vitesse. Oui. On s'acharne un peu sur l'Allemagne hitlérienne et Hitler, qui n'est que la conséquence de cette Europe. Hitler n'est que le produit de cette Europe. Et moi, quand j'aborde ce deuxième conflit, je ne dis pas la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'est indissociable de toute façon. On parle de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et bien sûr la guerre d'Algérie. Parce que vraiment, c'est très en rapport. Hein. C'est indissociable. Et un monsieur auquel on doit beaucoup de respect, c'est un brillant poète, un brillant anticolonialiste, un brillant grammairien aussi, c'est Aimé Césaire. Oui. Un Aimé poète Césaire. antillais, Oui. anticolonialiste. C'est lui, le premier, qui va réagir à la loi scélérate de février 2005, qui disait que, oh, écoutez, le colonialisme a aussi ses bienfaits. Oui, c'est ça. C'est lui le premier qui a réagi, dit, ah non, soyons sérieux. Soyons sérieux, le colonialisme, ça a été une tare. Et comme le dit l'un de mes compatriotes à Tiarat, Ali El-Hammami, le colonialisme, c'est le cancer de l'humanité. Oui, c'est horrible. La chose la plus horrible qui est arrivée à l'humanité, c'est les colonialismes britanniques, français ou belges. Aimé Césaire, il vous dit ceci. Oui. S'il y a tant de tapage autour de la Deuxième Guerre mondiale et autour de l'accusation principale d'Hitler, c'est parce que Hitler a conduit sa guerre contre les Blancs. Oui, c'est ça. Et si Hitler avait conduit Les Ariens. contre les Hindous, les Asiatiques, Oui, les ça aurait été Africains, impuni, ça aurait été il n'aurait impuni. rien dit. Tout à fait. Et Les voici injustices qu'on voit aujourd'hui, encore Oui. une fois. Hein. C'est le drame de la colonisation. Voilà, on C'est- va rappeler le chiffre énorme donc de ce génocide, on va l'appeler comme ça, et ce massacre du 8 mai Oui, 45. génocide, absolument. Oui, oui, 45 000 morts. Qui a donné ce chiffre? Alors, a avancé 45 000 ce morts, aujourd'hui, on est en train peut-être de spéculer. Spéculer, 45 000. 45 000 en 1947, c'est-à-dire 2 années après l'hécatombe. Oui. 2 années après le massacre commis contre des civils à Kherrata, à Kelma. Je reviendrai peut-être tout à l'heure sur Kelma. Et à Sétif, c'est un jeune reporter. À l'époque, il avait à peine 20 ans. Oui. C'est Abdelkader Safir. Abdelkader Safir, qui va, après l'indépendance, participer à la fondation de plusieurs journaux nationaux, qui va enseigner à l'école de journalisme, Oui. et qui a été un fervent disciple et admirateur de M. Farhad Abbas, qui a été un auteur de beaucoup de reportages dans le journal d'égalité des mouvements des Amels. Je reviendrai à cette atmosphère de 45, les amis du manifeste de la liberté, ce qui a inquiété un peu les Français. Bon, M. Abdelkader Safir
a enquêté pendant que la mémoire était encore fraîche. Les plaies encore ouvertes. Oui, oui. Et il a sillonné, il a commencé à questionner, il s'est attardé autour de beaucoup de témoignages, ce qui lui a permis, le premier, en 1947, d'avancer ce chiffre. 45 000 morts. Oui. Donc, ce n'est pas un journaliste, il était scrupuleux, il ne pouvait pas inventer, il ne pouvait pas inventer. Puisque l'aspect important sur cette histoire de statistiques macabres, hein, c'est que l'ampleur du massacre nous donne le droit de nous arrêter à 45 000 et peut-être de surpasser le chiffre. C'est ça, parce qu'en une journée, donc il y a eu une hécatombe, 2 jours, le lendemain, il y a eu une répression féroce aussi du côté de Guelma et Khrata, pareillement. Donc après, ça s'est étalé, Oui, Et donc, ça s'est étalé. Justement, il y a des précisions, merci Amel. Il y a des précisions à apporter. C'est que l'émeute va durer uniquement, en tout et pour tout, 3 jours. Le 8, le 9 et le 10. C'est ça. Et puis, et au bout de 3 jours, 104 Français ont été tués. Des fonctionnaires, des magistrats, celui qu'on rencontre, des fermiers, des colons. Mais après ces 3 jours, les Algériens n'avaient pas la possibilité de continuer cette insurrection parce qu'ils n'avaient pas entre les mains des armes pour se défendre. Oui, et on va déclencher contre eux une répression impitoyable. Voilà. Alors, et même un couvre-feu, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit de sortir aussi. Ils devaient sortir avec un brassard blanc. Une atmosphère de terreur. C'est ça. Une atmosphère de terreur qui sévissait aussi bien à Sétif, à Khrata ou à Guelma. Et plus particulièrement à Guelma. Parce qu'il y a un sinistre personnage qui dirigeait les assassinats à Guelma, c'est le sous-préfet André Acheri. André Acheri. Alors, pour que je ne parte pas le fil, 3 jours uniquement, alors que la guerre va continuer. Nous, après l'indépendance, ce qui est déplorable, c'est qu'on a des abcès de fixation. On dit le massacre du 8 mai 45, et on s'arrête là. Hein? Alors que le déclenchement de l'hécatombe va se poursuivre du 8 mai jusqu'à fin juin. C'est tout le mois de mai. Toute une répression. Tout le mois de mai, tout le mois de juin, on continue à massacrer tous les jours. Et la population des innocents, donc de manière terriblement atroce, à bout portant, comme ça, sans aucune pitié. Donc ce n'est pas le 8 mai qu'on aurait assassiné 45 000 personnes. C'est tout le mois de mai, tout le mois de juin. Tout le mois de juin. Voilà, une précision. Dans la campagne, les enfants de miliciens, 17 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, on leur donnait des fusils pour aller à la chasse de l'arabe. Exactement. Et rentrer le soir. Et chacun rendait compte du nombre d'Algériens qu'il avait tués. Oui. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. On n'aura pas le temps de tout raconter. Oui, alors vous me dites le temps qui nous est imparti. On a terminé pratiquement. Pratiquement, oui, c'est déjà, malheureusement, c'est tellement passionnant de parler d'histoire avec vous et de rappeler la précision donc des faits, surtout vu que vous avez énormément travaillé sur l'histoire et la bibliographie. On rappelle aussi, qui est très important, chose très importante, le rappel de l'histoire à travers la littérature et surtout les films, le cinéma, qui est très important pour. Oui, je crois que le cinéma, que les réalisateurs me pardonnent un peu cette remarque, c'est que le cinéma a été un peu le grand absent dans ces événements dramatiques. Il faut que le cinéma s'investisse pour reconstituer l'événement et pour le faire perpétuer. Parce que ceux qui lisent sont moins nombreux que ceux qui vont voir un film. Regardez, exactement. Voilà. Et puis la littérature doit s'impliquer. Il y a beaucoup d'événements où le nouvelliste littéraire, soit en arabe, soit en français, peut s'impliquer dans ces drames. Et on produirait des nouvelles désolantes, tristes, pour chanter un peu. Voilà, vu d'un autre regard aussi, par une jeune aussi écriture, jeune génération, voilà. détachée aussi de l'histoire, peut-être du vécu. C'est important.
Des témoins, c'est bien, des devoirs de mémoire, c'est bien, mais un autre regard, chercheur aussi, dans le domaine de l'histoire, ça serait aussi très intéressant, un nouveau regard. Absolument. Voilà. Absolument. En tout cas, bravo à vous pour cet ouvrage. C'est un ouvrage passionnant qui rappelle encore une fois le massacre, les massacres dans la Mitidja, pas seulement ceux du 8 mai 45, pas seulement ceux donc, du Dahra, mais bien d'autres sur toute la Mitidja. Et rapidement, hein, oui. Pélissier qui avait enfumé, qui avait massacré la tribu de Ouladriya, 1000 personnes, hein, le 19 juin 1845, on va le retrouver en 1852, le 4 décembre 1852, à Larwat. Larwat, que s'est-il passé? On a décimé la moitié de la population. Sur 4500 habitants larwatais, Félissier va assassiner 2000 personnes. Oui, oui, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, notamment celui-ci, mais donc vous avez écrit aussi sur Ahmed Boumengel, diplomate, journaliste et avocat. C'était donc un bel ouvrage. Massacre de la Mitidja, celui-ci. Crime génocidaire d'Israël sur la Palestine. Bien sûr, c'est vraiment d'actualité. On vous réinvitera pour en parler, pour parler de cela. Bien. Et un autre ouvrage, Israël dans la crise, dans le crime et l'impunité. Et l'impunité, tout à fait. Et bien entendu, vous êtes aussi poète à vos heures perdues. La face cachée de M. Boulkhodja. La face cachée donc, de M. Amar Boulkhodja. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Je sais qu'aujourd'hui, vous avez une conférence à Al-Moudjahid. Al-Moudjahid pour rendre hommage au président fondateur de la fondation du 8 mai 45, M. Béchir Boumaza. Tout à fait. Là, voilà. Merci beaucoup à vous. Bonne journée et puis bon courage. On y reviendra avec vous, Inch'Allah, pour d'autres thématiques. Restez avec nous. On va s'intéresser aussi à l'actualité. Ça s'est passé donc à Paris. Donc une rencontre aussi qui a réuni des acteurs de cette guerre de libération nationale et qui ont apporté leur témoignage à la jeune génération. Et c'est très important justement de s'y intéresser. Regardez. Afaf Belhouchet. Cheveux enneigés, visage habité par le temps et regard soutenu par des lunettes, mais une mémoire bien vive, elle, qu'ils ont à cœur de transmettre. Eux-mêmes dépositaires de celle des survivants de 8 mai 45, puis acteurs de la guerre de libération dès 54. Luisette, Mohand, Mbarak, tous trois honorés à l'occasion du 74e anniversaire des tristement célèbres massacres du 8 mai 45, lors des manifestations pacifiques organisées par les Algériens à leur peuple colonisé, pour demander l'application de la charte de San Francisco en récompense du lourd tribut payé au front contre les nazis pour libérer la France. De Gaulle a fait des promesses dans son discours de Brazzaville où il faisait des promesses à toutes les colonies de pouvoir, après la fin de la guerre, de la raccorder des droits, de l'autonomie, des libertés, etc. On a vu qu'au lendemain de la guerre, c'est le peuple algérien qui a été le premier frappé, suivi par Madagascar le 8 mai 45. Elle est célébrée ici, en France, parce que la communauté algérienne, elle est partie intégrante du peuple algérien. Elle a toujours été de tous les combats. Un devoir de transmission d'un côté et une soif de connaissance dans le public et particulièrement chez le jeune, nombreux à intervenir et tenter de se faire une idée plus précise de ce que fut la guerre d'indépendance. Être présent ici aujourd'hui avec des anciens qui l'ont vécu, de ce lien entre deux générations, je trouve que c'est très intéressant. Il faut lire l'histoire autrement et avec ce qui se passe maintenant en Algérie, c'est l'occasion de réécrire l'histoire. Écrire l'histoire dans une plus grande transparence et de façon moins sélective, particulièrement dans les manuels scolaires en Algérie, c'est l'un des vœux formulés par ces moudjahidines au rôle décisif pendant la guerre de libération. Parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup des absences voulues. Dans les voulues, oui. Il y a eu des sélections et pas d'eux. Donc maintenant, j'espère que l'histoire de l'Algérie en Algérie va être claire, nette et précise. Et c'est le cœur vaillant et les yeux pleins d'espoir que chacun s'est incliné à la mémoire de nos martyrs. Une rencontre organisée par l'association culturelle Témoignages et Mémoire qui œuvre pour établir des contacts directs entre les acteurs de notre histoire et les membres de la communauté algérienne établie en France. Voilà, Allah yarham shuhada, et surtout toutes les victimes qui ont subi ces atrocités. Et puis on salue notre grande dame militante, Louisa Irahriz, à travers ce témoignage de Afaf Belhouchet. Voilà, on va parler tout de suite start-up avec Kamal Swick, comme chaque mercredi matin. Il nous a manqué la semaine dernière, il n'était pas parmi nous. Eh bien, on le retrouve avec grand plaisir. Sahardan et Kamel. Sahardan et Kamel, c'est un grand plaisir de vous retrouver aussi. Alors vous étiez bien occupés à travailler, en mission, bien sûr.
sûr, ça travaille toujours. Toujours pour les startups, justement. Tout à fait. On se nourrit de cette masse incroyable d'informations et d'énergie qui nous entoure. Et ça nous encourage, nous aussi. Et on va parler justement des applications qui vont peut-être particulièrement vous intéresser. Ah, c'est sûr. Ça intéresse énormément aujourd'hui de consommateurs. Nous sommes en plein mois sacré du Ramadan. Exactement. Donc, beaucoup ont du temps. Quelquefois, ils ont beaucoup de temps à surfer un petit peu sur Internet et retrouver des applications qui leur seront utiles. Seront très utiles, justement. Et qui dit Ramadan, dit forcément, on pense à préparer le repas. Les recettes, recettes, bien déjà. sûr. On ne va pas passer à côté. Ça va vous faire plaisir. On va faire un petit tour d'horizon et on va vous parler de 3 applications qui sont leaders, justement, dans les recettes. Ramadan et Cuisine du Monde, c'est une application, on va voir les images, une photo plutôt. C'est cette première application qui fait un tabac à travers le monde. On retrouve toutes les recettes à travers le monde. Vous avez des recettes malaisiennes, des recettes algériennes, des recettes tunisiennes, marocaines, etc. Et puis vous avez l'embarras du choix aussi. Vous avez plus de 23 téléchargements. On n'en est pas encore arrivé là. On pense. On est encore à la première. On est encore à la toute première. On est encore à la toute première. Voilà. Alors ça, c'est la deuxième. Ça, c'est Marmiton et c'est leader justement dans le monde, leader dans la gastronomie mondiale. Mais vous allez me dire, ce qui nous intéresse, c'est les repas. C'est les repas traditionnels, etc. Eh bien, Marmiton est inondé chaque Ramadan par des recettes algérienne notamment. Et c'est grâce aussi à la communauté algérienne qui est établie en France, qui partage des améliorations de recettes, etc. Donc Marmiton, vous trouvez la nouveauté de cette année, c'est qu'ils ont introduit des vidéos. Donc vous avez non seulement les textes, vous avez les étapes à respecter bien sûr, mais vous avez les vidéos aussi. Donc vous pouvez préparer, suivre votre recette en temps réel. C'est très facile aujourd'hui. Hein. Tout le monde peut. On n'est pas obligé de suivre son fameux petit livre de cuisine. Aujourd'hui, vous pouvez carrément voir une vidéo explicative d'une recette. Et ce qui est bien, vous allez me dire, on peut voir les vidéos sur YouTube. Eh bien non, ce qui est bien avec ces recettes, c'est que c'est très sélectif. Donc vous avez une recette qui est faite d'abord dans un temps record. La mobilité, c'est très important puisque c'est un téléphone portable. Donc, quand vous préparez une recette, vous êtes appelé à bouger, vous cherchez les ingrédients, etc. Et bien, quand vous avez votre portable sur votre main, et bien, ça vous facilite la tâche. Mais attention, hein, avec le taxi, ça ne marche pas toujours. Hein. Si vous avez les mains pleines de farine, ça ne va pas trop marcher. Si ce n'est pas plein d'huile, un truc comme ça, attention. Et puis, il y a une autre application que, personnellement, j'adore. Elle s'appelle Yuka. Et ça va vous faire plaisir, c'est la 3e photo. Yuka, elle permet de connaître ce qui se trouve dans votre assiette, ce qui se trouve dans les légumes, leurs origines, où est-ce qu'ils ont été cultivés, quand est-ce qu'ils sont arrivés. C'est celle-là, exactement, c'est Yuka. Et elle fait un tabac, elle a été téléchargée plus de 10 millions de fois. Et il suffit juste de scanner le code barre de votre aliment, par exemple, de votre produit acheté. Et Yuka se charge du reste. Elle vous permet justement de connaître une traçabilité du produit. Et ça, c'est très important à mettre parce que c'est important de savoir ce qu'on mange. Ça va de notre santé, de notre bien-être, etc. Et puis, il y a d'autres applications aussi pour connaître l'heure de l'iftar, par exemple. Ça, c'est très utile, surtout pour ceux qui se trouvent à l'étranger. Absolument. Où, bien entendu, il n'y a pas donc la télévision qui leur permet aussi d'être... ceux qui n'arrivent pas aussi à être branchés sur Canal Algérie, notamment. Exactement. Il y a l'application qui s'appelle Muslim Pro et c'est une application, voilà, on voit les images, l'explication est en anglais parce qu'il y a beaucoup d'anglophones qui l'utilisent. Donc elle est téléchargée 50 millions de fois à travers le monde, c'est incroyable. Donc l'application, elle est assez complète, on va dire. Elle donne les horaires de l'iftar, de l'imsak à travers le monde musulman et le monde entier, parce qu'il y a des musulmans un peu partout. Et elle est très, très téléchargée et très pratique aussi. D'accord. Très suivi durant ce mois sacré. Absolument. Surtout, c'est une nouvelle application ? C'est pas une nouvelle application, mais ce qui est important dans les applications, justement, c'est une très bonne question, il y a toujours des mises à jour. D'accord. Il y a toujours des mises à jour. Par exemple, on va parler à la fin de cette rubrique d'une application qu'on ne retrouve pas, par exemple, sur un système d'exploitation, sur Android. On la retrouve. Cette application, vous pouvez la télécharger partout. Et il y a même la version web, c'est-à-dire même sur votre PC, vous pouvez la télécharger. Il y a une autre application qui s'appelle Ramadan Legacy. C'est celle-là. Elle est originale aussi parce qu'elle joue beaucoup plus
sur la nouvelle technologie, les images, etc. Donc c'est un design très contemporain. La technologie qu'ils utilisent, elle est très novatrice. Elle propose bien sûr les horaires, la direction de la Kaaba, etc. Et elle est aussi praticable et téléchargeable partout dans le monde. Très utile. Ouais. Est-ce que vous en avez une de ces 4 non, ou de non, ces 5? pas du tout. Bah, je ne suis pas très application. C'est l'occasion. Oui, mais, il faudrait. Vous savez, vous l'avez bien dit, parce que quand on est à l'étranger, on est plus à même d'aller vers ce genre d'application, etc. Mais pour, par exemple, le Iftar, Imsek, quand vous entendez l'appel à la prière, vous n'avez pas besoin peut-être parfois d'aller voir l'application. Mais c'est beaucoup destiné aux personnes qui sont à l'étranger. Ils sont des millions et des millions. Et d'ailleurs, quand on voit l'historique de navigation, plutôt... C'est très dur pour eux. On les salue parce que c'est vrai de pouvoir donc jeûner comme ça, loin de leur famille, leurs habitudes. Bien entendu, cette Rehat Ramadan qui est très, très importante pour cette communauté. Moi, j'ai un ami qui habitait en Italie qui me disait, moi je regarde Canal Algérie pour voir l'Aden, pour voir l'heure de l'Imsek, de l'Iftar plutôt. Il dit même si c'est 2 heures après chez nous, mais c'est juste pour sentir cette odeur, etc. en Algérie. Et cette habitude, et bien entendu cette chaleureuse habitude donc, de passer le Ramadan en famille et de partager ça avec toute une population. Absolument, et on cherche des repères, quand on est à l'étranger, on cherche des repères. Et puis il y a une application algérienne, vous en avez parlé sur ce plateau Amen, qui s'appelle Aswaq. Vous savez très bien que le ministère du Commerce a fait un travail assez remarquable cette année, on va voir les résultats surtout, pour réguler les prix des produits de première nécessité, notamment les fruits et légumes. Eh bien cette application Aswaq, alors moi je suis sur Android, j'ai cherché hier, je n'ai pas trouvé cette application, je pense qu'elle est téléchargeable uniquement sur iPhone. Ça c'est un peu dommage. C'est dommage. Alors ils étaient venus le week-end avec Mahrez, ils ont parlé donc de cette application, ils ont expliqué donc l'utilité donc de cette application pour les usagers, surtout les consommateurs. C'est très important et c'est utile. Alors si on ne trouve pas l'application, ça serait dommage. Ça serait dommage et justement on essaie de faire des checkings ici dans cette rubrique. Moi je n'ai pas trouvé cette application, il faut peut-être... On va se renseigner. Il faut aussi, parce que... Le premier réflexe, c'est d'aller dans le moteur de recherche préféré, notre moteur de recherche préféré, et chercher ça. Puis il n'y a même pas la mascotte de cette application. On tombe sur Aswaq, mais d'autres Aswaq, Salem, etc. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ce sont d'autres pays. Alors que c'est une application très utile aujourd'hui qui permet en tout cas de vérifier si les commerçants ont respecté aussi les prix. Exactement. Alors, il y a un travail à faire, notamment en matière de référencement. Donc, quand moi, je fais une recherche avec un moteur de recherche .dz, je dois tomber sur cette application parce que je suis en Algérie. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il y a un travail à faire, mais j'invite les téléspectateurs à la télécharger s'ils ont des iPhones parce qu'elle est disponible que sur iPhone. D'accord. Et c'est dommage. C'est dommage, mais je pense que toute initiative est bonne à prendre. Il faut élargir justement son champ d'action, etc. Il y a 18 millions d'Algériens qui ont un smartphone, donc c'est pas rien. L'avenir, c'est la mobilité, donc il faut aller vers toutes les... Alors notre réalisatrice voulait qu'on revienne sur la première application, donc la première où on voyait Marmiton, c'est ça? Non, c'est avant Marmiton, c'est Ramadan et Cuisine du Monde. D'accord. Ramadan et Cuisine du Monde, c'est une application assez sympathique parce que vous avez les recettes du monde entier. Oui. Parce que là, quand vous allez sur Marmiton, elles sont plus maghrébines, on va dire. Beaucoup de recettes maghrébines, algériennes, tunisiennes et marocaines. Mais Marmiton du Monde, Ramadan et Cuisine du Monde, pardon, c'est une application internationale. Vous avez, et on trouve des similitudes parfois assez extraordinaires avec des pays qui nous semblent très lointains, la Malaisie, le Pakistan, etc. Enfin, on n'a pas les mêmes habitudes, mais on trouve parfois des similitudes qui sont assez appréciables et ça vous donne aussi peut-être envie. Oui. C'est celle-là? C'est une autre. C'est la deuxième. Ça, c'est la deuxième. Je pense que peut-être l'image n'a pas été bien téléchargée. Donc, et ça vous donne peut-être aussi, ça donne envie de tester d'autres recettes. Pourquoi pas? Oui, c'est toujours une curiosité. Bon, c'est formidable d'être curieux dans ce domaine-là aussi. Je rappelle les titres des applications. Donc, vous avez la première, c'est Ramadan et Cuisine du Monde. La deuxième, c'est Marmiton. La troisième, c'est Yuka, Y-U-K. Et vous avez Muslim Pro,
pour les horaires de la prière, Imsak, Iftar, et vous avez aussi Ramadan, Legacy, et enfin vous avez Aswaq, l'application algérienne qu'on espère retrouver justement dans tous les systèmes d'exploitation. Très bien. Voilà. Merci pour toutes ces informations utiles à travers bien sûr nos smartphones et surtout nos téléphones et bien entendu tout ce qui serait utile pour passer un bon Ramadan. Bonne journée à vous. Bonne journée, Sahaf Torek, même si c'est trop tôt. À tout à l'heure, on se dira bonne journée. Sahaf Torek, allez, bonne journée encore une fois et puis à mercredi prochain. À mercredi prochain. Merci beaucoup. On va tout de suite vous inviter à suivre justement les marchés de proximité du côté d'Oran cette fois-ci. C'est un sujet signé Hassib Abdallah. Au marché de Gros d'Oran, les fruits et légumes sont en général à la portée du citoyen. Les prix sont pour la plupart raisonnables. Cette fois, c'est différent par rapport à l'année dernière. La carotte, par exemple, fait 80 dinars contre 160 dinars l'année dernière. La tomate est moins chère, mais pour les dates qui sont en hors saison, le prix est un peu cher. Je suis venu acheter uniquement la pomme de terre. Je la vendrai à 30 dinars. Mais je peux aller jusqu'à 50 dinars. Tout dépend de la qualité. Nous avons remarqué que dans ce marché, les prix ne sont pas aussi élevés que l'année dernière. La tomate, par exemple, était à 120 dinars avant le ramadan. Aujourd'hui, elle est à 90 dinars. Si les prix sont raisonnables, c'est bien grâce aux autorités locales qui ont mis en place des règles et des mécanismes stricts, dont le déstockage des fruits et légumes. Et de ce faire, éviter la flambée des prix qui revient à chaque ramadan. Nous avons créé plus de 94 nouveaux espaces. Ces marchés de proximité proposent des marchandises à des prix raisonnables. De plus, ils sont bien organisés et travaillent de façon coordonnée avec les comités des quartiers, les associations et les autorités locales. Cette nouvelle démarche a permis de réguler et de contrôler aisément les prix pour que le citoyen passe son mois de jeûne en toute quiétude. Voilà, les marchés de proximité, on va tout de suite parler justement de la consommation durant le mois sacré de Ramadan avec Hamid Belkacem. Bonjour Hamid. Bonjour, Sahar Ramadan. Vous aussi, vous nous avez manqué 2 semaines d'absence. Oui, 2 semaines, il fallait bien travailler, se préparer. Et bien sûr, l'arrivée de Ramadan vient aussi nous rappeler combien il est utile de consommer utile et surtout avec beaucoup de sobriété, beaucoup de sobriété et moins de frénésie. Moins de frénésie. Vous savez, on a l'habitude de dire qu'en matière d'environnement, tout est lié. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? C'est une heureuse, j'allais dire, coïncidence, le fait que Ramadan el-Karim de cette année, 2019, coïncide avec un rapport très important, mondial, sur la biodiversité. Il se trouve qu'en Algérie, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une frénésie, il y a une boulimie, il y a la consommation qui monte en flèche, alors que, normalement, avec un seul repas principal par journée, par 24 heures, on devrait baisser. C'est tout à fait le contraire. Alors que le pouvoir d'achat aussi est carrément faible. Oui, très, très faible. Les prix ont augmenté. En fait, c'est l'offre et la demande. Et plus il y a de la demande, plus l'offre augmente et les prix grimpent. C'est quelque chose de tout à fait normal. Par contre, quand on réfléchit, ce qui s'est passé ce lundi, donc le rapport des Nations Unies sur la biodiversité qui tire encore une fois la sonnette d'alarme, on devait avoir certains objectifs en 2020 ou entre 2000 et 2020, aucun d'entre eux n'a été atteint. Ça fait peur quelque part. Résultat des courses, 100 000 espèces faunistiques et floristiques sont directement menacées. D'extinction. À court terme, les quelques prochaines décennies, à l'échelle de l'humanité, c'est 3 fois rien. Voilà, et à terme, on dit si on n'agit pas vite, la planète est en danger. La planète est en danger, par parce que mais c'est normal. Lorsqu'on parle de biodiversité, il y a la faune, il y a la flore. Ce sont des ressources biologiques qui sont l'intrant de la nourriture de l'homme et de son existence. Lorsque la biodiversité est menacée, au centre de la biodiversité, il y a l'homme. Mais pourquoi cette biodiversité est menacée? À cause de notre modèle de consommation, le modèle mondial. Et pendant le Ramadan, en Algérie, on le constate. Les chiffres publiés l'année passée, on est au 3e jour de Ramadan, sont alarmants, inquiétants et qui font vraiment froid dans le dos. Et honteux aussi. Et honteux parce que lorsqu'on prend juste un aspect, le pain, 10 millions de baguettes
sont jetés dans les poubelles chaque jour que Dieu fait durant le ramadan. Ça n'a l'air de rien. Mais 10 millions de baguettes, en moyenne à 10 dinars la baguette, parce que vous avez du pain dit amélioré avec sénodj, avec des olives. Avec toutes sortes de pains durant Ramadan, qui font beaucoup plus. Mais à 10 dinars la baguette, le pain, 10 millions de baguettes, ça fait 100 millions de dinars. Ce sont 10 milliards de centimes jetés dans nos poubelles. C'est quand même quelque chose qui est tout simplement inacceptable. Et on ne fait que le prix du pain qui est administré, parce qu'en réalité, ce pain est à la base de céréales qui sont importés, fortement subventionnés. Le pain, il y a comme intrant principal l'eau, qui est très souvent dessalée. Et l'eau dessalée coûte $1. Alors voilà, des images, qui font très mal. Les intrants du pain sont fortement subventionnés. Vous avez le céréal, vous avez l'eau, vous avez le gaz, vous avez l'électricité. Tout cela fait que ce n'est pas les 10 milliards de centimes, mais c'est 3 fois plus. Et ça fait des chiffres astronomiques sur une année. Et nous n'avons parlé que d'un seul aspect. Or, pendant le ramadan, c'est beaucoup de choses. Il y a les fruits, il y a les légumes qui sont gaspillés. On a pu voir zlabia, donc des sucreries, des gâteaux qui sont aussi achetés. Et laquelle zlabia, on se déplace jusqu'à 40-50 km pour aller d'Alger jusqu'à Blida, jusqu'à Boufarik, pour retrouver les... Mais en allant sur Boufarik et Blida, on utilise son véhicule, donc le carburant, la consommation. Et tous ces gaz d'échappement qui vont aller dans l'atmosphère vont impacter cette biodiversité et faire en sorte que, avec d'autres intrants qui sont l'agriculture intensive, parce qu'il faut toujours produire plus, que ce soit en termes de pêche ou d'agriculture, pour offrir plus de produits aux gens. Mais l'agriculture intensive se fait sur la base de produits chimiques qui tuent les insectes, et donc on ne va pas plus... Et qui tuent peut-être les humains à long terme. Hein, exactement, et s'il n'y a plus d'insectes, on n'arrive plus à faire la reproduction grâce aux insectes, la pollinisation va s'arrêter. Ça veut dire que tout est lié, et à un moment donné, il faudrait que tout le monde accepte de faire un peu plus de sobriété, d'être un peu plus respectueux et de l'esprit de Ramadan. C'est dommage parce que chaque année, on le rappelle aux consommateurs, on rappelle qu'il ne faut pas gaspiller, qu'il faut acheter selon les nombres des membres de la famille et essayer de consommer avec modération, tout avec modération. Même les imams ont fait aussi en sorte de rappeler aux musulmans la bonne pratique de l'islam, et surtout du jeûne. Les gaspilleurs, ce sont les frères du diable. C'est quand même quelque chose de fort dans notre religion. Et malgré cette forte implication de la religion dans l'acte de consommer, on se retrouve. En plus de cela, vous savez, l'impact final, c'est quand les poubelles sont remplies, les services de nettoyage ou de collecte des ordures ménagères font plus de rotation. Au lieu de 2 rotations par 24 heures, ils en arrivent à faire jusqu'à 5. Donc, plus de gaspillage de mazout, de diesel, plus de pollution dans la ville, plus d'air irrespirable. Et c'est l'acte citoyen qui ne sait pas gérer sa consommation familiale qui impacte l'environnement et qui qui est en train d'impacter négativement la biodiversité à l'échelle mondiale. Quelquefois, on voit des magasins ouvrir juste durant le mois de Ramadan pour essayer d'écouler une marchandise rapidement. Alors que c'est contraire à la loi. Le changement d'activité n'est pas toléré pendant le Ramadan. Quand vous voyez un marchand de chaussures se transformer en marchand de zlabia, c'est tout simplement inadmissible parce que d'abord, il y a des règles d'hygiène qui ne sont pas respectées. Il y a le professionnalisme. N'importe qui s'improvise, n'importe qui. C'est ça, parce que le plus gros chiffre d'affaires est fait durant ce mois de Ramadan. C'est le mois des affaires, alors que dans les préceptes et les principes fondeurs et fondateurs de l'islam, c'est un mois de piété, c'est un moyen de partage, c'est un mois de solidarité dans lequel on doit tous faire en sorte de consommer peut-être mieux, mais consommer surtout moins pour voir
et comprendre l'esprit de Ramadan. On est à côté. La solidarité existe, d'ailleurs on en parle à chaque fois, chaque année. Donc des jeunes se mobilisent pour apporter un repas chaud à ceux qui en ont besoin, donc des nécessiteux qui sont aussi donc, dans la difficulté. Heureusement, heureusement ça se fait, mais à côté, il y a encore ce le gaspillage est toujours existant et ça fait quelque part mal, hein, parce que c'est une mauvaise image que l'on renvoie de la société algérienne, mais aussi à notre religion. Oui. Oui. Et bien entendu, des gens, quand on sait qu'à côté, il y a des gens qui n'ont pas suffisamment d'argent pour s'offrir ne serait-ce qu'un repas, un petit repas. Alors, on ne le dira jamais assez, l'environnement c'est l'affaire de tous, mais chaque petit geste, vous savez, aujourd'hui, Météo Algérie annonce 29 degrés, c'est quand même fort. Si on n'a pas les gestes qu'il faut, on va allumer la clim, laisser des portes ouvertes, on ne va pas éteindre la lumière, ne pas baisser les rideaux, et ça aussi, ça impacte notre pays et la planète. Parce qu'en Algérie, les prix de l'énergie sont fortement subventionnés, et donc il y a une forme de gaspillage. Avec à côté la ménagère qui rentre tôt, qui fait plusieurs plats par jour, la boulangerie qui tourne à plein régime, c'est aussi de l'énergie. La température augmente, donc on allume la clim, et c'est une déperdition énergétique énorme. Et tout cela va se transformer en gaz à effet de serre, saturer notre atmosphère et impacter notre biodiversité. Tout à fait. Alors, on revient aussi à la première information que vous avez donnée, celle donc de la sonnette d'alarme concernant ces 100 000 espèces donc menacées d'extinction par l'homme, hein, notamment, puisque lui-même, son activité, il est le premier prédateur, le plus grand prédateur au monde, hein, c'est l'homme avec son comportement. C'est avec son comportement, l'homme c'est le premier prédateur, mais c'est lui qui est en train d'être impacté par ses actes. Vous savez, par ce réchauffement climatique, par bien sûr ses incidences sur la planète. Exact, aux générations futures. Leur dernier rhinocéros blanc s'est éteint. Il n'y a plus sur la planète de rhinocéros blanc. Et c'est une figure, j'allais dire, emblématique, mais chaque jour que Dieu fait, il y a des extinctions d'espèces. Nous sommes à la 6e extinction de masse des espèces. Dieu a créé des espèces et l'homme est en train de les faire disparaître par son modèle de consommation. Donc toutes les sociétés doivent organiser des débats pour essayer de freiner un tant soit peu cette frénésie. On en appelle à l'esprit, j'allais dire, citoyen des Algériens, mais des citoyens du monde aussi, pour que les 100 000 espèces qui sont directement menacées, on doit les sauver pour qu'à terme, il y a, entre les spécialistes sont formels, le rapport publié, ça fait à peine 48 heures, parle de 1 demi-million, c'est-à-dire 500 000, 1 million d'espèces directement menacées les décennies à venir, ce qui est quand même énorme. Oui, quand on voit aussi le massacre qui est fait donc, dans les océans, partout, à travers donc, les espèces menacées, les baleines, les requins, le dernier requin marteau. Le dernier requin marteau. C'est quand même... Enfin, il y en a eu 5 qui se sont échappés et qui sont protégés dans des réserves, notamment au Galapagos, mais c'est tout simplement inadmissible que, de par sa consommation, l'homme est en train de... En fait, l'homme est en train de scier la branche sur laquelle il est assis, parce qu'en faisant disparaître par sa frénésie, par sa boulimie, par sa consommation, il est en train de faire disparaître les intrants qui composent sa vie, qui composent son environnement. Donc l'homme se met en danger par son modèle de consommation. Exactement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Hamid. Merci à vous. On vous dit bon courage pour vos actions. La Minute Environnement, c'est tous les jours à la radio? Oui, c'est tous les jours à la radio. On parle beaucoup d'environnement, mais on l'explique aussi que c'est lié à la consommation, notamment pendant ce Ramadan. Il faut être militant de la sobriété pour nous réapproprier l'esprit fondateur de Ramadan al-Karim. Exactement. Yatik Saha. Merci beaucoup, Hamid Belkacem. Je rappelle que vous êtes donc un militant écologiste. Vous êtes aussi à la tête de l'association Récif. On en parlera beaucoup cet été, Inch'Allah. Les éboueurs de la mer. Hein, oui, les éboueurs de la mer. On en parlera bientôt avec vous, notamment, et puis avec toutes vos équipes, toutes les personnes qui se battent pour notre écologie et notre environnement. À très bientôt. À très bientôt. À mercredi prochain, déjà. Inch'Allah. Voilà, on continue notre émission. On va rester sur notre même lancée. On va s'intéresser au bénévolat cette fois-ci avec le sujet signé Lilia Ben Nasser qui s'est intéressée à Qofat Ramadan.
À l'occasion du mois sacré de Ramadan, les associations caritatives ne ménagent aucun effort pour venir en aide aux plus démunis. Aujourd'hui, il s'agit des bénévoles des Joies du Cœur qui préparent le couffin de Ramadan. Ce que vous voyez ici, c'est une préparation de plus d'un mois. On a déposé des couffins et des paniers dans les alimentations. On a fait un travail de 20 jours dans les grandes surfaces comme Uno, comme le grand Top Shop de Blida. Uno, on a travaillé 14 jours et 4 jours en grand Top Shop de Blida. Voilà, donc déjà je remercie les deux administrations pour leur aide et beaucoup plus les clients de ces deux surfaces parce que sans eux, c'est grâce à voilà, que vous voyez tout ça. Après la récolte, chaque jour, on essaie d'organiser les aliments, chaque aliment dans sa place pour nous aider le jour J à remplir les caisses. Donc les caisses déjà, c'est un donateur qui nous a donné. Là, on allait les acheter, lui, il n'a pas pris dans son argent, voilà, il a aidé cette action-là. Donc, comme je vous ai dit, on organise chaque aliment dans sa place. On a chaque panier, il a 14 aliments dedans, dont l'huile, sucre et tout ce qui est nécessaire pour le ramadan. Donc là, on est en train de préparer 200 paniers, Inch'Allah, 100 paniers. Et ils partent, Inch'Allah, à Tizi Ouzou, dans un village net qui s'appelle Terouel, la commune de Wassif, juste au-dessous de Tikjda. Et 100 vont être distribués beaucoup plus à la Kasbah et d'autres communes à la wilaya d'Aj. C'est l'association Joie des Cœurs. On s'occupe des familles nécessiteuses, des malades. Dans ce trimestre, d'ailleurs, les 3 mois اللي فاتوا رانا نخدموا رمضان باش نعاونوا الناس في رمضان، الناس المحتاجه في رمضان. ما نقدرش نقول محتاجه، بصح الناس اللي بوتيتر عندها احتياجات ولا المصروف تاعها ما يكفيش انها تلحق شهر. فقمنا بعدة جولات في اونو تاع ميسونيي حيث كانت تماك حملة طمينا فيها بعض المواد الغذائية وكانت حصيلة ما شاء الله لا بأس بها. خدمنا أيضا اونو تاع قاريدي ça s'est passé de la même chose. وخدمنا تاني توب شوب. وهاد l'association الغاية تاعها الوحيدة هو أنها تقرب الناس، نتقربوا احنا من الناس المحتاجين والناس المحتاجة تقرب منا باش نخلقوا جو من التضامن والتآزر وهو الشيء المألوف في المجتمع تاعنا الجزائري. ونظن أنه هذا عمل خيري يبقى عمل لله في شهر فضيل وتبقى الحسنة متشاركة احنا كل. Chaque année, Ramadan est une occasion pour le renouvellement de la mobilisation en faveur de l'action bénévole et caritative. Les membres de l'association Joie des Cœurs sont aussi présents sur les réseaux sociaux, un moyen rapide, gratuit et efficace pour communiquer leurs actions de solidarité. Voilà, bel exemple en tout cas d'entraide, solidarité, tout ça pour aider les autres. En tout cas, c'est beau de voir cette jeunesse se mobiliser pour aider et apporter un peu de chaleur à ceux qui en ont besoin. Eh bien, le président de cette association est parmi nous, Riyad Mohamed Oussaïd. Bonjour. Bonjour, ça bienvenue. Va, vous allez bien? Merci à vous aussi. Merci pour l'invitation. Alors, on a pu voir votre travail et toute votre équipe travailler avec beaucoup d'enthousiasme durant ces quelques jours avant Ramadan, bien sûr. C'est 35 jours avant Ramadan. 35 jours. Ouais, et c'est pas la première fois. Ça fait déjà 6 ans que vous êtes dans le bénévolat, vous me disiez? Oh, exactement. Ça fait 6 ans que je suis dans le bénévolat, 5 ans avec l'association Joie des Cœurs. Donc c'est la 4e édition de Rafat Ramadan. Oui. Et voilà, vous avez vu, c'est tout un effort avant d'arriver à ce résultat. Vous avez un très beau logo. Alors le cœur avec un smile. Exactement, donc parce que c'est la Joie des Cœurs. Oui. Donc normalement ça définit tout. Donc, au moment où vous voyez le logo. Tout votre esprit, tout votre engagement pour la solidarité. Exactement. Alors vous êtes chauffeur de taxi, vous m'avez dit? Voilà, depuis 2 mois. Depuis 2 mois, oui, d'accord, ok. Moi je pensais que vous étiez donc dans ce domaine depuis longtemps et que vous aviez cette partie bénévolat. J'étais commerçant, je le suis toujours en parallèle.
Mais taxieur, ça fait depuis 2 mois. Voilà. Et vous arrivez à gérer entre vos clients et tout ce travail, cet énorme travail de collecte. Pour le moment, c'est un peu dur de gérer les 2 activités en même temps. Parce que commerçant, c'est juste un petit commerce, pas un grand commerce, mais j'essaierai un peu de m'organiser. Voilà. Alors, vous êtes avec une vingtaine, c'est ça? Combien de personnes? 15? À l'association? Oui. Plus de 30. Plus de 30, plus de 30. Et vous travaillez tous, vous vous réunissez comment pour définir les tâches de chacun? Donc, la majorité du travail, ça se fait en réunion. Donc, on fait une réunion 3 mois avant le travail. Et on fait l'organisation des événements qui suivent les 3 mois. D'accord. Donc, Ramadan, c'est une exception. Sacré. Donc, voilà. Oui. Donc, Ramadan, on essaye de se réunir chaque semaine, chaque 15 jours pour se voir. On a notre groupe sur Facebook, notre groupe Messenger. Ça facilite ça, hein? Exact, bien sûr. Tout notre travail est sur Facebook. Avec nos fans, entre parenthèses, ou bien entre nous, les membres. Oui. Alors, Farhat al-Qouloub, c'est ça, c'est la joie des cœurs. Vous avez voulu justement choisir ce titre-là pour votre association? Exactement, parce que déjà, en entrant chez des familles et en sortant, c'est pas la même chose. Donc, on laisse toujours notre joie au cœur des familles nécessiteuses. C'est clair, ils ont le sourire. Ils ont au moins le sourire. Toujours. Un moment, oui. Toujours. Vous les soulagez quelque part. Bien à sûr. travers cette aide, cette contribution, parce que c'est une contribution. Vous appelez ça Qofet Ramadan, mais c'est dans des petits cartons que vous donc remplissez, comme on a vu en image. Cette année, on voulait donner Khayrat Ramadan au lieu de donner Qofet Ramadan. D'accord. Parce que Qofet Ramadan, c'est juste le couffin. Mais Khayrat Ramadan, c'est tout un travail. C'est tout un travail. Il y a des gens au centre commerciaux, comme à Uno, comme au Grand Top Shop, à Blida et tout. C'est des khayarat, c'est pas une refa. Oui. Il y a des gens qui donnent, il y a des gens qui donnent de l'argent, il y a des gens qui donnent des aliments, il y a des gens qui nous aident avec leur voiture. Donc c'est tout un khayarat, c'est pas juste... c'est difficile justement de sensibiliser la population? Pas trop, non. Pas trop. Pas trop. Le fait de leur donner un flyer, c'est bon, ils vont acheter et revenir. Le peuple algérien, c'est... Ce qui est bien, c'est que justement, c'est ouvert. Donc, vous leur permettez d'acheter, de contribuer avec une denrée alimentaire, de pouvoir participer. Exactement. On leur distribue des flyers et dans les flyers, là, on a fait la distribution à un village à Tizi Ouzou. C'est très bien. C'est un village qui s'appelle Tirouel. Oui. Voilà, on a fait la distribution de plus de 70 cartons. Plus de 70 familles. Vous êtes bien organisé, même vos cartons portent le logo. Bien sûr, bien sûr. On essaie de faire un travail de qualité. Oui, vous êtes gestionnaire au sein de cette association en même temps. C'est toute l'expérience au long de l'année. Oui, des années précédentes. À chaque fois, on essaie d'évaluer. D'améliorer. Alors, vous travaillez durant Ramadan, mais pas que, puisque vous êtes aussi tout au long de l'année au niveau des hôpitaux et au niveau donc, de toutes personnes qui ont besoin d'une aide et d'une attention. Voilà, donc la majorité de notre travail consiste sur les malades, les familles nécessiteuses. On fait des visites aux orphelinats, aux foyers des personnes âgées. Oui. On fait des excursions pour les personnes âgées, pour les malades, pour les orphelins, pour les handicapés. Comment ça se passe avec justement ces excursions? Comment ça se passe? Vous organisez des sorties? Oui, des sorties, beaucoup plus vers Tipaza, vers Tikjida, vers la Casbah, parce qu'on est déjà basé à la Casbah, notre association, son bureau est à la Casbah. Donc on essaie, la majorité de nos événements, on essaie de les coller à la Casbah. Pour que ça soit toujours dans les traditions. Dans les traditions, et surtout nous sommes en plein mois du patrimoine. C'est un édifice aussi qui est aussi inscrit au patrimoine mondial, respecté. Il y a des traditions déjà pour donc, cela, de partage et d'entraide aussi dans cette cité. Exactement, pour cela on a organisé l'année passée la plus grande opération de nettoyage. Avec la présence de Madame le ministre, Madame Fatma Zahra Zawati. Voilà. Oui, tout à fait. Donc à la Casbah, et c'était trop fort. Voilà. Et bien entendu, toutes ces actions, grâce à tout ce bénévolat et cette entraide avec les membres de l'association, toutes des jeunes, on a vu donc beaucoup de filles. Exact, 80%. 80%, c'est énorme. Elles donnent de leur temps, elles sont là, mobilisées et elles travaillent énormément. Sans eux, on ne peut rien faire déjà. Waouh, bel hommage. Hein, voilà, déjà, on se mois sacré.
Parce qu'à ce moment-là, ils sont au Resto du Cœur. Oui. Ils sont en train de préparer le déjeuner pour ce soir. Donc, Voilà. beaucoup d'engagement de la part donc, de cette association et des membres de l'association. C'est cela? Exactement. Voilà. Ouais. Et comment est-ce que s'organise avec... On vous voit, ce sont belles les photos. On va les peut-être... Ici, c'est au village. Voilà. À Tizi Ouzou. Dans les hauteurs de Tizi Ouzou. Ils ont l'habitude, vous avez l'habitude d'aller les voir? Bien sûr, c'est la 3e année. D'accord. Et quelquefois, comment vous faites pour avoir donc faire un recensement auprès donc de la population? Comment savoir que vous allez toucher à la bonne personne? Déjà, on aille faire une visite avant. D'accord. Et ce village, c'est le mien, donc je les connais bien. D'accord. Donc ça, déjà, ça aide. Ça aide. Et on parle avec les comités de quartier ou bien une association là-bas. Donc, vu qu'il n'y a pas d'association à Terouel, donc on a essayé de voir des cousins, des voisins et tout. Il n'y a pas un grand travail là-bas. Il n'y a pas un grand travail là. C'est dommage. Voilà, c'est bien dommage parce que même s'il y a un comité de village, il y a juste le nom. Il n'y a pas le travail, il y a pas... Normalement, c'est eux qui nous appellent, c'est pas nous qui vont les appeler. Oui, oui. Donc, on essaye d'aider et être assistant, voilà. Voilà. Et bien entendu, là, ça continue puisque vous avez commencé, vous m'avez dit 3 mois avant Ramadan. Et ça continue jusqu'à la fin. Jusqu'à l'infini, pas jusqu'à la fin. C'est juste Ramadan. Vous allez continuer tout au long de Ramadan, distribuer? Non, la distribution, c'est bon. Ça y est. Oui. C'est la veille de Ramadan, tous les cartons sont distribués. Bravo. Plus de 240, dans les environs de 240, entre Kasbah et les communes d'Alger et Adkar et Tizi Ouzou. Voilà, les hauteurs de Tizi Ouzou. On a le Resto du Cœur qui dure 25 jours. Le 26e jour, c'est la fête de circoncision qu'on est en train de préparer pour le moment. Inch'Allah, la circoncision, c'est pour le 14e jour de Ramadan. D'accord. Normalement, entre 15 et 20 enfants. On n'a pas encore le chiffre exact parce que ça travaille déjà. Et on va terminer, Inch'Allah, avec Farhat al-Eid à l'hôpital. En tout cas, bravo à vous, Yatikom Saha. Puis bravo à toute l'équipe, bien sûr, de l'association. Bien entendu, le cœur, Joie des cœurs. Joie des cœurs. Merci d'être venu. Je rappelle, Riyad Mohamed Oussaïd, vous êtes le président de cette association. Bon courage à vous encore une fois. Merci. Et à très bientôt. Comme aussi. On va continuer notre programme. On va vous offrir une belle chanson avec le groupe El Farda. Et on se retrouve juste après. Voilà, nous allons tout de suite parler donc de cette 20e édition du Festival culturel européen. Chaque année, à la même date, on parle de ce Festival culturel européen
qui nous emmène à voyager à travers donc la musique qui réunit et qui rassemble les peuples du monde, bien entendu l'Europe, puisque c'est le 9 qui est consacré, donc la fête de l'Europe à travers le monde. Avec nous, pour nous en parler, nous avons Mohamed Wissam Mousli. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Alors, vous êtes chargé des activités culturelles à la délégation de l'Union européenne. Et donc on dit déjà, voici encore une fois une nouvelle édition du Festival culturel européen. Nous avons pris pli à aller retrouver des artistes, à aller découvrir des sonorités nouvelles, à aller découvrir aussi des spectacles aussi. Tout à fait. Sur Alger, mais pas que aussi. Tout à fait. Alors la programmation de cette année est assez riche, effectivement. Vous avez cité la musique, mais on a également des projections de films qui sont prévues, un spectacle de danse et aussi 3 dates en région, à savoir Oran, Tizi Ouzou et Béjaïa. Les grandes villes. Tout à fait, tout à fait. Alors, bien entendu, il va y avoir donc 16 pays participants. Tout à fait, 16 pays européens qui présenteront chacun un spectacle, que ce soit, donc, comme on disait, de la musique, il y en aura pour tous les goûts. Donc une programmation assez diversifiée cette année, mais aussi donc, des projections de films qui se feront à l'Institut français et à l'Institut Cervantes. Et un spectacle de danse proposé par l'Italie sur la musique de Mozart. Comme souvent, l'Algérie ouvre le bal aussi. Tout à fait. Tout à fait. Donc, pour le concert d'ouverture de cette année, Jamal Aroussi présentera un spectacle accompagné d'une chorale composée de plus de 80 personnes. Venus de pays africains. Africains, tout à fait. 15 pays, vous me disiez. 15 pays africains qui sont basés ici en Algérie, donc de plusieurs wilayas, et qui sont déjà en route pour Alger aujourd'hui. Donc 15 pays africains, comptant l'Algérie bien sûr, et qui reprendront le répertoire de Jamal Aroussi, revisité spécialement pour cette édition, donc avec des sonorités ramadanesques, avec des nouveautés aussi à présenter. Déjà que lui est connu pour son choix donc, de sonorités, sa musique assez aussi recherchée à travers le monde, qui a beaucoup travaillé et sillonné le monde lui aussi, hein, donc il revient en Algérie, retrouver son public et retrouver aussi cette belle habitude de côtoyer d'autres sonorières. Alors, ça va commencer le 10 et ça va s'étaler jusqu'au 27. Oui. Donc, l'ouverture se fera le 10 mai avec ce concert de Jamal Aroussi et la chorale du Vivre Ensemble à l'Opéra d'Alger à partir de 22h30. Ensuite, on enchaînera avec les différents spectacles à l'OREF pour les spectacles de musique et de danse et à l'Institut français et Cervantes pour les projections de films. D'accord. Et donc, Jamal Aroussi va se produire à l'Opéra ? À l'Opéra, tout à fait. Donc, une salle mythique aussi pour le festival. C'est une première pour nous. 1500 places. Donc, il y a aussi... c'est vrai que le festival, on l'a vu séjourner un petit peu partout, au niveau de l'auditorium, au niveau de Ibn Zaydoun, la salle Ibn Zaydoun, le TNA, on l'a vu un petit peu partout. Aujourd'hui, il continue à l'Opéra et ensuite à l'OREF, donc à la salle Ibn Zaydoun, comme à l'accoutumée. Très bien. Et bien entendu, donc, plusieurs nationalités. Parlez-nous un petit peu des découvertes cette année. Alors, cette année, donc, comme je le disais, il y a une programmation assez riche. Nous aurons aussi des artistes qui reviendront, qui ont ravi déjà le public algérien de par le passé, puisque c'est un anniversaire, on l'a cité au début, donc c'est la 20e édition. On aura le retour du duo autrichien qui était là déjà dans les éditions précédentes, d'un trio suédois, mais aussi il est à noter que dans la programmation de cette année, il y a aussi beaucoup d'artistes algériens qui composent avec les musiciens européens. Ça a toujours été souvent le cas, avec de belles rencontres qu'on a pu observer avec le Danemark, avec bien entendu tous ces pays qui ont aussi été curieux de travailler avec des artistes algériens. Exactement. Le festival, c'est aussi une occasion de dialogue interculturel entre les artistes algériens et les artistes européens. Donc c'est une occasion aussi d'un mixage dans les arts. Un exemple, c'est le groupe Mother aussi, qui sera présent lors de ce festival. Non, alors cette année, non. On a insisté pour l'avoir justement. Je sais qu'ils vont se produire peut-être pour une autre de l'Opéra d'Alger. Mais pas dans le cadre du festival. C'est vrai qu'on a vraiment cherché à rappeler certains artistes qui avaient bien marché de par le passé. Donc c'est dans ce cadre-là justement qu'on a refait la programmation. À noter aussi qu'on a une programmation de films qui est assez intéressante. On a le dernier film Cold War qui est sorti l'année passée, qui a été nommé au Festival de Cannes. On aura aussi des thèmes assez
d'actualité comme le thème de la migration avec le film Stranger in Paradise, qui traite aussi de ce thème de la migration subsaharienne vers l'Europe et leur arrivée en Italie. On a le dernier film aussi de Omar Sy avec le film Yao, qui sera projeté aussi le mercredi 15 mai à l'Institut français. Et aussi, comme je le disais, la programmation en région. On n'oublie pas aussi le public fidèle à Oran, à Tizi Ouzou et à Béjaïa. Très bien. D'autres nouveautés aussi, d'autres artistes qu'on pourrait aussi découvrir? Bien sûr. Alors, nouveauté aussi cette année, c'est qu'on a invité 2 groupes d'artistes qui viennent des 2 villes qui ont été labellisées cette année capitale européenne de la culture. Donc, c'est une première aussi pour le festival. Donc, la ville de Plovdiv en Bulgarie, la ville de Matera en Italie, donc qui seront présents parmi nous, qui représenteront ces villes, qui feront justement une petite présentation de la ville et de cette initiative de capitale européenne de la culture, qui sont 2 pôles. Cette année en 2019, 2 pôles rayonnants sur la culture européenne. Oui. Alors ça fait, je pense que c'est la 2e année où que le festival tombe في رمضان. De mes souvenirs, non, l'année dernière c'était juste avant le Ramadan, donc cette année aussi on va dire c'est un défi supplémentaire, mais on sait que on parle des horaires surtout. Tout à fait, donc les horaires sont un peu chamboulés, on va dire, donc on s'adapte aussi au rythme du Ramadan. Donc les spectacles sont à partir de 22h30, que ce soit à l'Opéra mais aussi à Ibn Zaydoun, et les projections de films à 22h. 22h30 22h30. Waouh, ça va faire tard pour oui, les soirées sont courtes. Tout à fait. Bon, on essaie aussi de faire donc des spectacles qui soient aussi accessibles à tous. On laisse le temps aussi aux gens de s'habituer. Tout à fait. Oui. Donc c'est sortie nocturne de Ramadan. Les projections de films. Les projections de films sont organisées à partir de 22h, donc à l'Institut français et à l'Institut Cervantes pour le film Cold War, pour laisser aussi le temps au débat à la fin. D'accord. Pas d'exposition cette année? Non, pas d'exposition cette année. On a dû revoir un peu la programmation parce que le Ramadan aussi, donc pas d'exposition, pas d'atelier justement pour les artistes, parce qu'on a trouvé aussi des difficultés à adapter le rythme du Ramadan au festival. On sait que le public est plus habitué à sortir le soir. Et surtout que durant le mois de Ramadan, il y a aussi d'autres rendez-vous. Exactement. Donc c'est très varié, c'est assez varié. Exactement. Et là, on propose justement des nuances de musique européenne au public algérien, donc pour la première fois. Et le spectacle de danse? Le spectacle de danse, donc la flûte magique, proposée par l'Italie, aura lieu le 25 mai. Donc, comme le titre l'indique, ça sera un magnifique spectacle de danse sur la musique de Mozart. Très bien. Il y a eu bien sûr la conférence de presse et donc il y a eu donc des journalistes qui sont venus s'enquérir du programme. On a essayé d'organiser un plan média qui soit adéquat justement à cette période de l'année. Vous êtes aussi partenaire avec nous. Tout à fait. On aura le plaisir d'avoir des artistes comme à chaque fois. Tout à fait. Avoir des artistes pour pouvoir les présenter, donner l'occasion aussi au public, surtout téléspectateurs, de faire leur choix et d'aller donc voir les spectacles. Exactement. Donc on a aussi d'autres partenariats médiatiques qui assurent justement la couverture tout au long du festival, que ce soit la presse en ligne, la presse écrite, mais aussi audiovisuelle. C'est très important. Alors, on rappelle l'événement, c'est le Festival culturel européen qui revient à sa 20e édition. Ça commencera donc le 10 et ça s'étalera jusqu'au 27, tous les soirs à partir de 22h30, bien sûr à Ibn Zaydoun, selon bien entendu la programmation et le spectacle. Tout à fait. L'ouverture à l'Opéra, par contre, ce vendredi 10 mai. Et on attend un beau spectacle, parce que ça sera avec donc Jamal Laroussi et beaucoup d'artistes. Une chorale de 80 personnes. Voilà. Je pense que de mémoire, l'opéra n'a pas accueilli autant de monde pour chanter en même temps, à part des orchestres symphoniques, effectivement. Très bien. En tout cas, bravo pour cette programmation. Et puis, on y reviendra, bien entendu, à travers nos émissions avec les artistes. Et vous aurez plus de visibilité et bien entendu des couvertures aussi. Bien sûr. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Un dernier mot? Un dernier mot, peut-être que j'ai oublié justement de parler du thème général du festival. Ah oui, donc cette année, tout à fait. Cette année, il est placé aussi sur la célébration du vivre ensemble. Donc c'est ce qu'on a cité un peu précédemment sur la programmation, le fait qu'il y ait plusieurs nationalités qui se réunissent. Donc à l'occasion aussi de la journée du 16 mai, qui est la journée internationale du vivre ensemble. Tout à fait. C'est très beau. Merci beaucoup d'être